Alors, si on s'intéresse à l'acceptabilité par le consommateur de ces viandes-là, pour faire des essais, on peut s'appuyer effectivement sur des méthodes chimiques pour caractériser la matière première et voir si le consommateur l'accepte. Alors, c'est les méthodes que l'on pense les plus objectives, en supposant que le scatol et l'androsténone, c'est vrai, sont les meilleurs prédicteurs. Mais ça, on espère tous que c'est les deux meilleurs. Donc, par contre, c'est cher, c'est long. Ça doit être quand même étalonné avec l'acceptation sensorielle derrière. Alors une autre méthode pour savoir si c'est bon ou pas, c'est les panels sensoriels. C'est la plus représentative de ce qu'on va percevoir sans doute, ou la population moyenne dans notre assiette. Bon, ça suppose des dégustateurs sensibles et bien formés, une méthodologie qui prend en compte l'odeur à la cuisson, mais également le goût. Puisque dans la biblio, on voit qu'il n'y a pas que l'odeur à la cuisson, il y a aussi le goût dans l'assiette. Odeur et goût dans l'assiette. Et puis, ça suppose de travailler sur des produits normalisés. Et puis, la troisième méthode qui peut arriver rapidement, c'est le nez humain en ligne. Donc, c'est clair, c'est la plus réalisable à grande échelle. C'est là qu'on peut sans doute aller beaucoup plus vite. Bon, il faut les sniffers bien formés, un appareil de chauffe optimisé et puis l'étalonnage. Je passe là-dessus. Voilà. Alors au niveau des études IFIP, en grande partie financées par Inapor, pour le moment on s'est basé sur la chimie. On a fait varier en fin de compte des valeurs chimiques, androsténone, scatol. On a fait des produits et on a regardé l'acceptation par des consommateurs, en grande partie à l'Adria ou au laboratoire de l'Impac à Biocé. Alors on aurait pu travailler sur l'human nose, mais bon, aujourd'hui c'est pas du tout calé. Donc c'est le projet des prochains mois. On aurait pu faire aussi des produits calés sur une note humaneuse, différents produits de charcuterie ou de viande fraîche. Ça, on n'a pas d'expérience à l'IFIP là-dessus. Alors il faut prendre en compte, c'est clair, le processus industriel. On sait que ces composés-là sont stockés dans le gras. Donc dans la viande fraîche, il faut regarder le niveau de dégraissage du gras inter- et intramusculaire. C'est vrai que si on fait de la poitrine tranchée l'été ou de l'échine, ça ne va pas être la même chose que de la côte de porc très dégraissée, ce qu'on nous présente aujourd'hui, ou du rôti très très maigre. Donc ça, c'est une évolution aussi qu'il faut tenir en compte. Il y a beaucoup d'études dans les années 80-90 qui ont été faites, qui ont donné des seuils sur scatol androsténone, mais avec un produit qui est différent de celui d'aujourd'hui. On a un produit beaucoup plus maigre, complètement dégraissé, sans os, bien souvent, ou de moins en moins. Donc, viande fraîche, produit de mêlée de saumurée. Là, on peut envisager des effets de dilution ou pas sur ces produits-là, puisqu'on ne travaille plus à la pièce dans la cuisine du consommateur, mais on va travailler avec des mêlées en industrie. Donc on peut penser un petit peu les effets de dilution. Donc il faut pouvoir les tester. Après, des produits cuits, alors soit chez le transformateur ou dans la cuisine du consommateur. Donc ça va faire varier aussi l'acceptabilité du produit. Avec un produit chez nous qui va sans doute être un des plus à risque, qui est le lardon. Après, il y a une autre variable qu'il faudrait introduire pour voir l'acceptabilité, c'est les ingrédients utilisés. Si on travaille qu'avec du sel et du poivre, on va peut-être pas masquer assez le défaut. Donc il faut travailler sur des arômes de produits qui pourront avoir un effet masquant. Voilà. L'exemple, la fumée. Alors pour ce qu'on a fait à l'IFIP, financé par Inapor et un petit peu aussi l'Europe, l'ALCASD, sur les côtes, on a travaillé sur des côtes ou des rôtis en frais. Donc les variables qu'on a testées, c'est la chimie, pas l'humanose. Donc des teneurs variables en scatol androsténone. On a utilisé le long dorsal beaucoup pour la viande fraîche. On n'a pas fait l'échine, on n'a pas fait la poitrine tranchée. On a essayé de se positionner dans une configuration où on a un petit peu de risque d'odeur quand même. Donc c'est pas ce qu'on achète. On a laissé 5 mm de gras. Donc voilà ce que l'on a fait
depuis 2009 pour essayer d'amplifier un petit peu le phénomène s'il y avait un problème d'odeur selon différents niveaux de scatol-androsténone. Donc on a des études qui ont été publiées soit au JRP, soit dans TechPort, avec des résultats en cuisine, en box, et selon aussi, on a testé la sensibilité des gens, c'est-à-dire que en fin de compte, comme il y en a 1 sur 2 qui sent pas l'androsténone, après il faut refaire les calculs en fonction de la sensibilité des gens, les notes d'acceptation des produits. Alors les premières études que l'on a faites, c'est sur côte et rôti en frais. Alors où on a comparé des femelles, où on a vérifié qu'elles n'avaient pas de teneur, notamment en scatol, comparé à des verrassons à faible valeur en androsténone et scatol. Bon, ce qu'on s'est aperçu, si on est capable de faire ça, sur ces 2 critères-là, scatol, androsténone, eh bien, on a quand même gagné une partie de la bataille, c'est que le consommateur n'a pas vu de différence à la dégustation en box entre ces femelles-là, voire ces mâles entiers. Voire ça peut être même mieux quelquefois. Alors par contre, si on prend des verrassons à haute valeur androsténone et scatol, eh bien on a fait la démonstration que sur des côtes ou des rôtis avec 5 mm de gras, eh bien on a perdu 20% d'acceptation par le consommateur. Donc c'est difficile de prendre ce risque-là aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir de ça, si on sait les trier, c'est pareil que les femelles. Et puis on émet quand même quelques réserves sur nos échantillons qu'on a testés, parce que c'est pareil, c'est des études, on peut en faire beaucoup, puis quelquefois ça va être contradictoire. Nous, dans ce qu'on a testé, dans notre stock de longes, à peu près 400 porcs en 2009, c'était des niveaux en androsténone, bien sûr, on en avait à plus de 2, mais on a eu beaucoup de mal à trouver des niveaux de scatol élevés dans les élevages de production, dans 6 élevages de production, classiques. Qui travaillait bien sûr avec sur Caillebotis, des cochons propres, des ajeunements, puisque le groupement qui a fourni les porcs, bien sûr, a plutôt choisi des éleveurs qui étaient plutôt au top. Alors on a continué des essais où on a comparé, on a essayé d'approcher le seuil androsténone. Je veux dire, nous on a peu de scatol en France, donc on s'est dit on va aller chercher jusqu'où on peut monter en androsténone. Donc ici vous avez l'échelle en abscisse de 0 à 3 et on a constitué 3 lots, donc un très faible, un moyen et puis un à plus de 2,5 microgrammes par gramme de gras liquide, avec des valeurs en scatol, vous voyez, qui sont assez faibles. On s'est dit on va aller chercher que l'androsténone si c'est notre problème. Et puis là, surprise, c'est qu'on n'a pas vu de différence significative entre nos 3 lots à la dégustation. Les gens en ont vu que du bleu, jusqu'à un niveau autour de 2,5 sur les longes, tels qu'on les a présentés tout à l'heure en photo. Alors ça veut dire derrière que si l'androsténone il est tout seul, on peut sans doute encore monter un peu, mais il faut rester prudent, donc on va essayer de définir des bornes autour de 2. Par contre, il y a sûrement une interaction avec le scatol, puisque tout à l'heure, je vous ai montré, si on revient en arrière, quand il y avait l'androsténone et le scatol, même à des niveaux faibles, 0,10, ça sortait. Donc c'est quand même assez complexe. Alors maintenant, si demain on définit des bornes, androsténone, je vais prendre un exemple, autour de 2, scatol autour de 0,2, on va rester prudent. Toutes celles qui sont au-delà, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on a testé avec des salaisonniers qui ont joué le jeu. Dans notre stock de longes, on avait la possibilité de faire des comparaisons sur de la longe cuite, saumurée cuite, tranchée et vendue en libre service. Et on a pu faire 4 lots avec un salaisonnier. Donc un lot avec de faibles valeurs en androsténone, moyen, un peu plus fort, et puis très fort dans la population que l'on avait. Ce n'est pas encore un extrême, mais c'était au moins autour de 2. Donc en termes d'odeur, on n'a rien vu de significatif à l'ouverture de la barquette, à la dégustation du produit. Et en termes de goût, eh bien, on n'a pas vu de différence entre nos 4 lots, voire le lot M4 ayant un pourcentage de satisfaction, il est là, qui était même un peu équivalent au M2, qui était plutôt pas mal.
Donc il y a sans doute une possibilité sur le cuit d'utiliser ces viandes odorantes. Maintenant, il faut encore qu'on travaille parce qu'elle est très très odorante. Et c'est ultra chargée en scatol. Est-ce qu'elles sont acceptables sur ce produit-là? Je ne sais pas. Mais enfin bon, on a pu approcher des choses. Après, on a fait des essais sur des produits de charcuterie, toujours dans le cadre de financement INAPOR. Donc des chipolatas, des lardons fumés, du saucisson sec, du jambon cuit supérieur DD. Et on a regardé entre des mâles entiers, des femelles et des mâles castrés, la note d'acceptabilité par le consommateur. Plus c'est proche de 10, mieux c'est, plus c'est bon. Bon, globalement, vous voyez, les notes sont plutôt bonnes. On a plutôt des bonnes notes. Et globalement, sur l'appréciation globale, en faisant des mêlées, alors là c'est important, c'est des produits de mêlée, soit de chipot, de lardons fumés, de saucisson sec ou de jambon cuit, eh bien, on n'a pas vu d'effet significatif. Il y avait 25 pièces minimum par mêlée sur l'appréciation globale, l'appréciation de l'odeur, sauf pour le jambon cuit à l'ouverture de la barquette, où là, significativement, les gens ont vu quelque chose. Bon, c'est pas, voilà, c'est signalé quand même. C'est pas une note catastrophique, mais c'est signalé. L'appréciation du goût, il n'y a pas eu de différence, et l'intention de reconsommation, elle est identique. Donc, bon, ce qu'on a mis en évidence ici, c'est sans doute qu'on a des possibilités de diluer cette viande odorante parmi le reste. Mais maintenant, voilà, est-ce qu'on n'a pas eu des extrêmes. Donc, il faut quand même être prudent. Ça peut s'envisager, mais c'est aléatoire. Une fois, vous allez en avoir quelques-uns qui peuvent tout plomber aussi. Bon, sans doute possible, mais ça serait mieux quand même d'en trier un peu les plus costauds, surtout quand vous mettez votre nom sur le produit ou autre, quoi. Donc sur ces produits de mêlée en industrie, ce qu'on peut dire, il y a un effet de dilution. Ça reste à tester l'acceptabilité des mêlées de viande uniquement positive. Puisque là, c'est un petit peu, je ne vais pas dire que c'est du tout venant, parce qu'on a choisi quand même plutôt déconcentré, mais il y a peut-être encore pire. Et puis les positifs par humanos, qu'on n'a pas fait, ou par la chimie, mais des extrêmes. Après, il reste aussi à appréhender tous les effets, ingrédients, etc. Bon, on a fait d'autres produits, par exemple de l'andouille, donc à la salaison du père Isidore, ou chez ENAF. Bon, globalement, on n'a pas eu de différence significative sur l'andouille, tout passe. Enfin, dans notre essai, en tout cas. Même les mâles entiers étaient mieux jugés, parce que les femelles étaient un peu fades. Donc, pour le pâté ENAF, le problème, c'est plus l'aspect du produit que l'odeur. Sur 25 mâles entiers, c'est un peu sec, quoi, le pâté. Bon, jambon sec et mâle entier, donc ça c'est un autre secteur donc de la salaison. Le premier point, donc on a fait des essais donc avec voilà, des grands salaisonniers. Ce qu'on s'est rendu compte tout de suite, c'est le problème du rendement de séchage sur les mâles entiers. Ici, vous avez le rendement, la différence entre mâle castré, femelle et mâle entier. 3% de rendement en moins, fois des milliers de jambons dans les frigos. J'imagine que ça fait des sommes en fin d'année. Donc ça pose problème. Donc c'est lié à l'épaisseur de lard sur les jambons. La corrélation, on la connaît, ça se balade entre 0,4 et puis 0,7 entre l'épaisseur de lard et le rendement de transformation en jambon sec. Donc le mâle entier, pour faire un jambon sec de qualité, plus de 8 mois, ça va poser quelques soucis quand même. Ils ne sont pas assez couverts, ils sèchent trop vite. Donc les solutions pour les gens du sec, on peut en énumérer comme ça, mais je ne sais pas si on a toujours la solution. C'est encore tout ça à discuter. Est-ce qu'il faut prendre que les femelles grasses? Il faut les trouver. Type génétique plus couvert en gras, une attention particulière sur l'alimentation, etc. Le risque, c'est si on met une génétique plus grasse, on a vu ce matin en génétique, on risque de ramener un petit peu d'odeur, donc c'est compliqué. Ou alors, il va falloir maintenir la production de mâle entier. Et envisager une dérogation ou un traitement de la douleur si ça se durcit un petit peu. C'est l'exemple de l'Italie. Par exemple, aujourd'hui, c'est clair que les Italiens, ils ont déjà dit non à la commission. Ils ne signent rien du tout, puisque pour eux, ça ne passera pas.
Et l'Espagne, c'est pareil, je pense qu'ils tiendront à conserver pour des produits de qualité la possibilité de castrer. Alors on a également donc à Biocé Impact donc réalisé des dégustations donc dans leur labo. On a comparé en particulier des lots de lots de mâles entiers par rapport à des femelles et des castrés. Donc un lot faiblement concentré en androsténone et en scatol. Vous voyez, notre problème, c'était d'en avoir là. Et puis un lot assez concentré en androsténone notamment. Alors voilà les notes d'appréciation, les distributions des notes de 100 consommateurs à Biocé. Bon, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils n'ont pas mis en évidence de différences significatives sur le sec avec ce qu'on leur a fourni. Bon, par contre, on voit un petit décalage quand même de la courbe de distribution vers la gauche, vers les notes 1. Il y a quelques consommateurs, sans doute les plus sensibles, les plus aguerris sur ce que sont peut-être les critères, leurs références d'un bon jambon sec, qui ont mis quelques notes. Mais bon, c'est quelques pourcents, ce qui fait que ça ne sort pas significatif. Donc peut-être qu'effectivement, l'Espagne, pour faire un jambon, disait mon ancien chef, un jambon loto de 5 mois ou 6 mois de sèche, c'est peut-être possible. Puisque dans le sud-ouest, quand vous allez au loto du coin, vous avez un jambon loto à gagner, quoi. Plein de jambons, de la ventrèche, etc. Peut-être que c'est pareil en Espagne. Et des jambons à faible qualité, c'est possible. Alors, là, je passe. Vous aurez les notes moyennes entre donc mâle entier négatif, ici, à l'impact, par rapport au mâle entier plutôt positif, les femelles et les castrés. Pareil, si on arrive à détecter les mâles entiers à, très faible valeur, ils vont se comporter, c'est eux qui ont les meilleures notes. Donc, par rapport aux femelles et même aux castrés, par exemple, l'impression générale. Donc ça ouvre peut-être des perspectives où on a peut-être aussi quelques problèmes sur les autres genres sexuels, les femelles ou les castrés, c'est possible. Alors maintenant, sur le jambon sec, toujours, on a cherché à savoir si on avait une diminution des composés odorants au cours du process. Ici, vous avez 10 jambons, numérotés de 1 à 10. En bleu, c'est la valeur en androsténone scatol. Là, c'est scatol. Quand on les a mis au sec. Et en rouge, c'est 8 ou 9 mois après. Ce que vous pouvez voir, en gros, ça ne bouge pas. Donc, quand vous en avez des costauds, ils sont encore costauds au bout. Bon, la différence, c'est que le jambon sec, souvent, on ne le cuit pas. Donc, peut-être que le consommateur voit moins le défaut. Et là, c'est l'androsténone. Alors, pour les hautes valeurs, là, on a une petite baisse au cours du séchage. On s'est aperçu, il y a peut-être 10%, mais il en reste encore beaucoup. Sur les très concentrés, ça ne résoudra pas le problème. Après, on a regardé, toujours dans le cadre d'études INAPOR, la boucherie-charcuterie, traditionnelle, les saucisses gros calibre, 20-30% de gras. Là, on a comparé des lots de femelles avec 3 lots de mâles, toujours avec des écarts de 0,5 à 2 en androsténone, peu en scatol, toujours. Et là, alors en termes d'odeur, donc c'est le premier cercle ici. Vous avez le lot de femelles et puis après les 3 lots de mâles entiers. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est ce chiffre-là. En termes d'odeur, on perd 10% entre les femelles et puis les autres. Bon, c'est pas significatif. Il n'y a pas trouvé de différence significative, mais bon, les résultats sont quand même là. Il y a sans doute un petit quelque chose quand même. Après, en termes de goût, par contre, là, c'est significatif. On perd 10 à 20%. Et puis les plus concentrés, là, le consommateur voit bien la différence. Donc pour ce secteur-là, charcuterie traditionnelle, on travaille un cochon. La semaine où il a ce cochon-là, c'est catastrophique pour le boucher, ou le supermarché qui achète des carcasses. Donc, et si on fixe par exemple une borne, c'est en dessous de 0,5 sans doute, eh bien on a 52% des mâles entiers, selon cette étude-là, qui ne pourraient pas aller sur le marché de la boucherie-charcuterie. 1 sur 2. Quand on met beaucoup de gras et qu'on cuit derrière et qu'on consomme chaud. Donc il y a sûrement une échelle de risque qu'on peut essayer de dessiner. On va sûrement se tromper beaucoup. Mais bon, ça finit avec le temps. Dans les risques moins, c'est tout ce qui est épicé, des marinades, des saumures, des fumées, des produits secs sans doute qu'on va retrouver là.
des produits qui sont consommés froids. Ici, vous avez une échelle de température. Et puis, à mesure qu'on va aller vers la gauche, eh bien, c'est la teneur en gras qui va faire qu'on est plus à risque. Et puis, la température, quand on va chauffer le produit. Alors, au final, c'est un petit peu le bilan de nos études depuis 2009 à l'IFIP. On peut essayer de dessiner un petit peu le pourcentage de carcasses qui seraient utilisables de mâles entiers, compte tenu de notre population de 2009. En 2009, en gros, on avait 400 mâles entiers, donc produits dans un groupement, avec différentes génétiques quand même. Eh bien, pour la viande fraîche, par exemple, si on met alors sur les côtes 5 mm de gras sur les rôtis, eh bien, avec les bornes à 2 en androsténone et 0,20 en scatol, on se retrouve à pouvoir utiliser à peu près 96% des mâles entiers et 97% sur le critère scatol et 96% sur le critère androsténone. Donc en gros, on va en perdre 3 plus 4. Bon, quelquefois, c'est les deux ensemble, mais je vais dire peut-être entre 5 et 10%. C'est pas impossible pour la viande fraîche. Voilà, ça serait un petit peu le fruit de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et on a fait ça, on a décliné ça pour tous les produits. Donc des saucisseries industrielles emmêlées type Chepo, avec pas mal d'ingrédients qui peuvent masquer. Effectivement, là, les gens ne voyaient rien. Saucisserie tradie, alors là, vous en avez qu'une sur 2 sur le critère androsténone qui peut passer. Donc ce secteur-là demandera, c'est sûr, de très grosses garanties, voire que des femelles. Saucisson sec, on a vu que ça pouvait passer. Maintenant, dans la limite des valeurs moyennes en androsténone scatter sur nos mêlées, c'est-à-dire dans nos mêlées de saucisson sec, on n'avait pas de pièces, soit on va utiliser de la poitrine, par exemple de l'épaule, ou du gras de bardière, qui était à plus de 1,4. Et puis le scatol, la moyenne était à 1,4 et le scatol était à 0,10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au-dessus Voilà, on a encore un peu de boulot quand même. Mais bon, c'est sans doute une filière qui peut en accepter un petit peu. Ou alors en dilution, parce que ça, il faut bien voir que c'était pas de dilution, là, c'était des mêlées entières de mâles entiers. Jambon cuit, alors on va dire 100%, voilà, mais bon, pareil, nos bornes moyennes, et puis avec des précautions quand même, on n'a pas été voir les extrêmes. Donc on a précisé tout ça, voilà où on en est, mais il y a encore du boulot. On voit que les Danois sont, par exemple, sur un autre produit qui est le bacon, un petit peu à essayer d'approcher les seuils sur la chimie par des tests sensoriels, notamment sur le bacon. Eux, c'est le produit phare quand même, marché anglais, le nord de l'Europe. Alors là, ils viennent de publier à l'ICOMS de cet été, là, au Canada, donc des résultats sur l'odeur à la cuisson. Alors, au-delà de 1 en androsténone, dans la poêle, là, les lardons ou au four, ça va plus. Donc là, on est dans le vert, mais ici, ça va pas. Après, quand c'est servi chaud, alors c'est assez étonnant, il n'y a rien qui passe. Aussi bien alors en odeur, dans l'assiette, mais également en flaveur. Alors, je ne sais pas, là, ça va poser un gros problème. Ou alors, il va falloir travailler les ingrédients sur le lardon, remettre la fumée ou je ne sais pas quoi. Avec des descripteurs qui sont quand même pas flatteurs, donc faut être prudent sur les produits encore très gras. Et par contre, si le produit est servi froid, mais je ne sais pas si le bacon ça se mange froid, il y a un gradient androsténone scatol d'acceptabilité qui est défini ici. Donc des résultats, ils commencent à apparaître. Voilà. Alors, ce qu'on peut essayer de dessiner avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est un graphique de ce type, donc avec nos valeurs scatol androsténone basées sur la chimie. Et puis, nos mêlées ou nos pièces individuelles, on peut essayer de les placer dans ce graphique-là. Notre saucisserie tradie, on va la retrouver là. Et puis après, on va peut-être pouvoir monter jusqu'à différents produits qu'on a estimés là. Et puis, il y a sûrement des produits à tester là. J'ai mis tout ça un peu au hasard. C'est à vous de mettre les produits que vous voulez ou à tester. Ou on peut le faire ensemble, mais voilà, c'est sûrement des arômes, des saucisses pâte fine, on peut le penser, des jambons secs premier prix, comme les Espagnols ou autre chose. Enfin, à voir. Donc la conclusion de tout ça, c'est il n'y a sûrement pas un seuil unique selon les produits, mais il y a plusieurs seuils, si on se base sur la chimie. Donc c'est assez complexe. L'harmonisation des méthodes de détection des odeurs, c'est la priorité.
Et puis il faudra harmoniser tout ça au niveau européen, voire sur le marché mondial, parce que si ça se développe beaucoup, peut-être qu'effectivement les 30% du cochon qu'on exporte, les gens qui vont recevoir cette viande-là, de temps en temps, ils vont peut-être nous demander des comptes. Donc à voir. Bon, c'est l'exemple, un bon exemple, c'est vrai, c'est le porc QS en Allemagne. Ils sont en train quand même de cadrer la chose, c'est-à-dire que pour les abattoirs qui veulent aller dans le mal entier, faut qu'ils montrent quand même patte blanche, quoi. Voilà, ce qu'a décrit Laurence et Rest tout à l'heure, il y a 7 ou 8 critères qu'il faut mettre en place dans l'abattoir, et il y a des audits, etc. Donc c'est quand même quelque chose. Bon, possibilité de dilution des viandes, ça c'est clair, on l'a montré. Maintenant, il faut faire beaucoup plus d'études, je pense. Bon, la boucherie traditionnelle, on ne revient pas dessus, mais c'est la plus à risque. Les ingrédients, il faut sûrement travailler là-dessus, sur les viandes positives. La salaison du sec, c'est sûr que ça risque d'être la plus impactée en termes économiques notamment, ou de fourniture. Il y a l'aspect rendement, mais il y a l'aspect aussi rancissement des viandes. Il y a des acides gras qui sont plus insaturés sur le mal entier. Et puis, on a aussi des interrogations en France, puisque va falloir que ça évolue un petit peu. On a des codes des usages pour la charcuterie qui sont quand même assez réglo, avec des ingrédients qui sont limités. Quelquefois, on a interdit le mal entier dans le cahier des charges, donc comment on va s'en tirer, va falloir bouger. Donc des évolutions à envisager. Voilà, je vous remercie.